On se retrouve pour une aftertech. Ah, tu rends pas les coms, c'est vrai que c'est pas un Skyblog. On se retrouve pour une aftertech. Nous sommes pile à la suite de notre live le lundi soir. Et bien sûr, pour vous, il s'est passé plusieurs jours si vous nous regardez sur YouTube. Mais là, nous sommes en direct sur Twitch. La fessée YouTube. Ils sont encore dans le mood, parce qu'eux, ils n'ont pas eu de time de break entre les deux. Ils sont encore dans le mood du père Fouettard qui met des grosses fessées avec son fouet. Mais on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, Dan. On n'est pas comme ça. Alors là, on va commencer notre épisode avec la petite question habituelle qui vous est adressée. Vos premières impressions à chaud sur ce que je vous ai présenté. Est-ce qu'il y a des questions qui en découlent? Hormis Oliel qui va me dire est-ce que je peux te l'emprunter? La réponse est bien. Si en off t'es totalement comme ça, assume un peu. En off on est très gentil, on est très différents aussi. Mais là nous sommes en live. Donc vos impressions à chaud, moi ça m'intéresse toujours. Il a l'air sympa, mais je me demande pourquoi le père Fouettard ressemble pas à un humain. Ça fait partie des intrigues. Avec ses oreilles, ça fait partie des intrigues. C'est vrai qu'il avait des belles oreilles, on le voit sur son bonnet. Mais en fait, tu t'es fait bait. Tu verras dans le Cara Design en fait que c'est son foulard que tu vois. Je vais te le remontrer. Je vais te le remontrer de suite. Hop, on est là. Père Fouettard Corporation. Je vais essayer de te montrer ça de manière proche. En fait, ce que tu vois ici, c'est son foulard. Cette écharpe là qu'il a enroulée autour du cou. Mais si tu veux savoir pourquoi il ressemble pas à un humain, je ne peux que t'inviter à lire le manga et peut-être découvrir la réponse. Mais genre peut-être. Peut-être. Parce que vraiment, je ne garantis rien, je ne peux pas garantir. Mais oui, le manga, dans votre lecture, dans la lecture du manga, vous allez avoir des questions qui vont se soulever. Mais ce qui est positif, c'est qu'il y a des réponses. T'essayes de me faire dépenser de l'argent là? Mon objectif, c'est pas de te faire dépenser de l'argent. Mon objectif, c'est de te faire découvrir un manga qui est trop bien. Et pour moi, c'est une grande différence. Mais pour toi, ça va se résumer à devoir l'acheter. Ça, c'est le problème. Je dépense pas de l'argent n'importe comment, monsieur. Dit-il en mettant 100 bits. Merci, Atom. Voilà, donc c'est un investissement pour l'instant à hauteur de 30 €. 4 tomes à 7,65 €. Vous en avez à peu près pour 30 € d'investissement actuellement. Et si vous allez dans une librairie spécialisée et que vous êtes fidèle, peut-être que vous avez 5% de réduction. Et si vous commandez sur la Fnac et que vous êtes abonné Fnac+, et bah, vous avez 5% de réduction également, qui vous met en dessous des 30 €. Pour l'instant, c'est un investissement à 30 €, ce qui ne représenterait que 4 tomes sur 91 dans One Piece. Et bah ici, ça vous représente pour l'instant l'intégralité de la série, ce qui est une sacrée différence. Parce que bon, One Piece, c'est dur à assumer financièrement, et je vous garantis qu'il y a encore des gens qui commencent la série aujourd'hui, et je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai pas la foi. Moi, j'ai pas cette foi, j'ai pas cette détermination. Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Donc si à l'occasion vous décidez d'acheter Père Fouettard Corporation, bah, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Parce que moi j'aime bien juste savoir que le manga vous a plu. Savoir que vous l'avez acheté, c'est pas mal.
savoir que vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, ça me fait extrêmement plaisir. Mais si vous l'avez pas aimé, vous avez aussi le droit de dire pourquoi. Et à cet effet-là, nous avons une section manga animé sur Discord. Et quand ça arrive, c'est arrivé avec Atom, c'est arrivé avec Mini Thomas, c'est arrivé avec Verirong, et qui lisent et qui commencent un nouveau manga. C'est arrivé avec Bose. Ils me font un retour et puis ils me disent c'était trop bien en fait. Et donc moi ça me fait plaisir. Moi ça me fait juste c'était trop bien, ça me fait plaisir. Et maintenant il est temps d'assumer. Il est temps d'assumer que je n'ai pas préparé de sujet d'Aftertech malgré qu'Atom avait mis plein de sujets. Parce que quand j'ai eu du temps libre, j'ai préparé un autre jeu. Ouais. Je pense que limite le plus simple à parler pour moi actuellement, parmi les thèmes qu'avait proposé Atom, à moins que vous ayez une idée là, à chaud. Avant que vous ayez là une idée à chaud, je pense que le thème le plus simple à parler pour moi actuellement, ce serait la langue japonaise. Peut-être des difficultés que nous on pourrait y rencontrer. Mais sinon, ça va être très compliqué pour moi de faire un sujet actuellement. La politique étrangère du Japon sous l'ère Edo, vas-y. Alors globalement, la politique étrangère, c'est pas très compliqué au Japon. C'est le protectionnisme, protéger l'économie locale, protéger l'immigration également, donc la limiter en grand nombre, faire en sorte qu'il y ait du tourisme généralement, mais pas de gens qui se disent on va rester là, on va s'installer, on va vivre au Japon, ça va être trop bien. Ça, c'était la politique étrangère du Japon pendant très longtemps, sachant que l'ère Edo, normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'ère Edo est plutôt récente. Donc on va confirmer ça très rapidement. Parce que les ères au Japon ne durent jamais longtemps, sachez-le. Elle est récente sans être récente. Les ères au Japon ne durent jamais très longtemps, parce qu'une ère, ça correspond à quoi? L'ère, ça correspond à la durée de la prise de pouvoir de l'empereur. Donc, globalement, les prises de pouvoir, à l'époque, elles duraient pas longtemps. Et il y en a certaines... alors, l'Edo, c'est une époque, c'est pas une ère pour le coup, Atom. Parce que les ères correspondent à juste un empereur. Mais du coup, l'époque Edo, c'était de 1603 à 1868. Donc on était sur une dictature militaire féodale. Et je pense qu'on est... Est-ce qu'on n'est pas à la période des tentatives de colonisation christianisme? On n'est pas à la période des croisés, là. Le shogunat contrôle le pouvoir politique. Parce que oui, c'est le shogun. L'empereur, il est mims. Mais il y avait une période où c'était du coup les shoguns qui étaient en grand pouvoir, en grand leader du pays. Mais je peux pas te dire grand chose à Thomas. Moi je peux te dire comment a été le Japon pendant très longtemps. Alors à l'époque de l'ère Edo, le pays était divisé en fiefs. Et donc géré par des seigneurs. Les seigneurs c'était quoi? Et vous prenez un peu, genre imaginez aujourd'hui, c'est la préfecture de Tokyo. Et à l'époque, il y avait un seigneur pour le fief de Tokyo. Et il gérait juste cette zone-là. Comme devait y en avoir un pour Okinawa, comme il y en avait sûrement un pour Kyoto, comme il y en avait sûrement un autre pour d'autres endroits. Et c'était sur ce régime-là. Et donc, eux tous étaient régis par le shogun. Donc quand le shogun disait... le seigneur s'exécutait, et si seigneur souhaitait se retourner contre shogun, seigneur destitué, coupé. Boum, c'était une trahison simple et claire. Alors à l'époque, c'était les Tokugawa, la famille qui était au pouvoir. Et du coup, on appelait ça... Et donc du coup, ceux qui leur avaient prêté allégeance s'appelaient les daimyos. Daimyos qui ressemble beaucoup à un terme qu'on avait utilisé dans Les Enfants de la Baleine, où c'était les daimonas, des jeux qui pouvaient détruire les nous, donc les navires pouvaient manger soit tes sentiments, soit ta vitalité. Voilà.
c'est à l'ère Edo, en l'occurrence, qu'on doit la capitale Tokyo. Et savez-vous que Edo est l'ancien nom de Tokyo? Ieyasu Tokugawa, merci pour cette précision. Vous savez que j'avais même pas le nom en entier? Il est dans Samurai Deeper. Ah ouais? Faudrait que je regarde beaucoup de choses là-dessus. Ah oui, prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu. Et savez-vous quelle ère a donné suite à l'Edo? La Meiji. Mais ça, chut, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Samurai Deeper, j'ai jamais regardé en l'occurrence. Mais je sais qu'il y a pas mal de mangas bien sur les samouraïs. Sur Netflix. Samurai Champloo. Alors, les Tokugawa, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un ordre fondé sur les 4 divisions de la société, s'inspirant des idées confucéennes. Le personnage du tigre rouge Benitora, alias Hidetawa Tokugawa, est ce mec. D'accord. C'est Bei. Est-ce qu'il y a des mecs qui ne sont pas Bei, Atom? Saviez-vous qui était Confucius? C'était... Non, ok. Merci au moins de ta franchise, Atom. Confucius était un grand philosophe chinois. Du coup, c'est marrant. Non, Confucius, c'était Japon? Non, c'était bien la Chine. C'était bien la Chine, je me suis pas trompé. Confucius, c'était un grand mouvement de... Enfin, il a créé beaucoup de mouvements de pensée en Chine. Et donc, du coup, Tokugawa s'en sont inspirés pour l'ère Edo. Donc, du coup, on retrouvait les samouraïs, d'un côté, les paysans, les artisans et les marchands. Voilà, il y avait grande classe samouraï, grande classe paysan. Vous vous rendez compte? Les paysans, une grande classe. Parce qu'en même temps, pas écrire les vivres, c'est important. Hein, au moins les Japonais s'en rendent compte. Les artisans, parce qu'ils construisent tout le reste. Et du coup, ensuite, les marchands. Et vous vous rendez bien compte que dans ces 4 grandes classes, il n'y a que des classes essentielles au bon fonctionnement de ce monde. On n'est pas avec un clergé et des bourgeois qui ne servent à rien. Qui représentent plutôt nos airs à nous. On a gentiment appelé le reste le tiers-état. Ainsi que le tiers-monde. Et dans les pensées confucéennes, c'est plutôt plus sympathique. Je continue de me renseigner. Je me renseigne en même temps que je vous l'apprends. J'espère que ça a l'air naturel. Parce que sinon, si ça a l'air naturel, c'est que je vous arnaque plutôt bien. Si ça n'a pas l'air naturel, c'est normal. Parce que je suis en train de lire en même temps que je vous parle. Et c'est peut-être une belle capacité. Et j'en parlais du protectionnisme. On arrive au moment où il détaille là-dessus. Caractérisé par une fermeture du pays sur lui-même. Qui a un nom particulier qui s'appelle le sakoku. Le sac aux fesses, le sakoku, très, très facilement à retenir. Et donc fermeture du pays, politique isolationniste instaurée pendant la période Edo, Ah voilà, c'était bien ça, la politique d'isolement commença avec l'expulsion des missionnaires chrétiens. Si vous avez une patience à toute épreuve, parce que là je plaisante pas, si vous avez une patience à toute épreuve, il existe un film, je n'ai pas le nom du film, je l'ai plus. Il existe un film qui présente la tentative de christianisation de l'Europe, enfin du Japon par les Européens, et comment ça s'est extrêmement mal passé. Parce que concrètement, y a des mecs qui sont venus prêcher la bonne foi de Jésus par le christianisme, de Dieu et donc par Jésus et le christianisme, et donc du coup qui ont dit voilà, et qui ont présenté voilà la crucifixion et ce genre de choses. Et les Japonais sont très terre à terre. Silence, est-ce que le film s'appelait comme ça ? Non, il est encore plus long. Non, c'est pas Silence, c'en a un autre, mais Silence en parle également. Et donc du coup, les Japonais, eux, sont très terre à terre, et ils ont dit « Ah, ton émissaire, il s'est fait crucifier ? Pas de souci.
t'as qu'à le rejoindre. Et ils ont fait quoi? Bah ils ont crucifié les... ils ont crucifié les missionnaires chrétiens qui venaient, ils les crucifiaient sur le bord de l'eau, sur la plage. Et c'est un film extrêmement long, je crois que le film dure 7 heures, c'est pour ça que je sais que c'est pas Silence, enfin, en tout cas que c'est pas Silence, parce que le film il dure 7 heures et donc il faut avoir une sacrée épreuve, mais c'est peut-être Silence, peut-être que je confonds et que c'est Silence, mais du coup ce serait 3 heures, ça m'arrange que je me sois trompé, mais c'est possible. Et donc du coup ce Sakoku, ça a commencé par l'expulsion de ces émissaires, de ces missionnaires chrétiens, ensuite ils ont limité le commerce donc par l'accès au port. Et donc du coup, interdiction d'entrer ou de sortir du territoire sans autorisation. Sinon c'était quoi? Sinon c'était peine de mort. Donc peine de mort, pas cool. Tu meurs, t'es mort. Tout ce que j'ai à dire. J'adore mes explications. Et donc ils ont fait quoi? Expulsion de tous les étrangers illégaux, d'expulsion d'un navire militaire ou non capable de naviguer en haute mer. C'est plutôt vénère. Donc du coup en 1853, c'est-à-dire 8 ans, 9 ans après la fin de la période de l'époque Edo, et ben ils ont mis un terme à ça pendant l'ère Meiji. Et donc du coup... Très marrant, les historiens japonais ont remis en cause le fait que ce soit un isolement au monde extérieur, mais juste un isolement occidental, parce qu'on était les seuls à leur casser les couilles en fait. Voilà. Globalement, les Européens ils nous cassaient les couilles, eux on leur a fermé les portes. Mais sinon pas les autres. Parce que du coup ils commerçaient toujours avec la Chine qui était juste à côté, qui avait beaucoup de ressources. Il y en avait aussi avec le Pays-Bas. Il y en avait aussi avec du coup la Chine comme je vous l'ai dit, des provinces de la Chine bien évidemment. Ça c'était les deux grands pays avec lesquels ils commerçaient. Et ils échangeaient directement de navire à navire, donc en haute mer et pas sur le continent. Et donc du coup après les bateaux retournaient au port japonais pour faire une distribution des ressources. Et donc du coup, pourquoi ils ont fait ça? C'était pour contrôler le commerce avec les autres nations et affirmer la place du Japon dans une nouvelle hiérarchie en Asie orientale. C'était pour poser les coucougnettes sur le monde. D'accord. Ok. Ensuite, ils se sont servis du Sakoku contre la Chine pour l'exploitation de cuivre et d'argent. Et donc du coup, ils ont envoyé chier les Chinois, tout simplement. Et donc du coup, ils ont dit à la Corée, par contre, vous c'est ok. Donc là, du coup, ils se sont dit, casse un peu les couilles ces Chinois. Alors du coup, ils ont fait relation avec la Chine, bloqué. Vous voulez notre fer et notre cuivre, et ben vous l'aurez pas. Et ils ont fait les Coréens. Oh, les Coréens, ils sont sympas quand même, hein. Et eux, à profusion. Alors là, si la Corée était maligne, bah elle aurait revendu à la Chine, bien évidemment. Mais je pense que le Japon l'aurait mal vécu. Mais le Japon a pu se faire une plus grande marge en revendant du coup directement à la Chine. Mais bon. Il y a eu plein de tentatives de rupture du Sakoku pendant toute la période. Genre à peu près tous les 5 à 10 ans. Tous les 5 à 10 ans, il y a eu une tentative de rupture. Des gens qui essaient de faire en sorte... allez, 15 ans max. Voilà, entre les 5 et 15 ans, à chaque fois, il y avait un mec à queue qui essaie de faire en sorte que ça prenne fin. Mais du coup, finalement, ils auront dû attendre l'ère Meiji qui venait juste après pour que ça prenne fin. Elle est vraiment terrible cette aftertech, hein. On va peut-être la garder entre nous, hein. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'on doit la garder entre nous, cette aftertech. Mais c'est sympa de discuter, je vous promets. C'est cool, on apprend des trucs. Ce sera le nom de la vidéo, c'est cool, on apprend des trucs.
Et donc après après l'époque, parce que du coup il faut pas dire ère Edo, il faut dire époque, parce que c'était pas un seul empereur, c'était toute une famille qui y a été. C'est vraiment l'époque Edo, mais c'est l'ère Meiji qui prend suite. On est passé sur un système plus proche de chez nous. C'est là qu'ils sont arrivés au système industriel, donc en 1860. Mais de 1600 à 1860, le Japon était féodal, fermé à lui-même, il gérait toutes ses ressources, il gérait tout son commerce extérieur, il gérait les entrées et les sorties, et il aura fallu attendre l'ère Meiji pour que ça se passe mieux. Et l'ère Meiji, on a droit à la famille Mutsuhito. Pris par l'occasion de son accession au trône, le poste posthume de Meiji, qui signifie gouvernement éclairé. Waouh! Alors, le terme Meiji vient de deux mots japonais. Il vient du terme Mei, qui signifie lumière et clarté, et de Ji, qui signifie gouvernement. Et donc en fait, le nom Meiji a été attribué à titre posthume, c'est-à-dire qu'au moment où Mutsuhito était en règne, ça s'appelait pas l'ère Meiji, ça s'appelait l'ère Mutsuhito, mais à titre posthume, avec toute l'avancée et le développement que ça a apporté au Japon, eh bien ils ont décidé de renommer l'ère Mutsuhito en ère Meiji parce que c'était un gouvernement éclairé selon eux à la tête du pays et donc du coup qui leur a apporté des grandes choses, notamment la fin du Sokaku, donc le retour des échanges commerciaux à l'international, l'industrialisation du pays, fin du système féodal qui était rigide, bien qu'il mettait en avant des bonnes classes, c'était rigide et c'était fermé. Il s'est quand même estimé, attention, Monsieur Mutsuhito s'est quand même estimé représentant spirituel de la déesse du soleil, Amaterasu. Amaterasu que vous pouvez retrouver dans le jeu Okami si vous voulez en apprendre un peu plus. Sinon, tapez juste Amaterasu et vous vous renseignez sur cette déesse du soleil. Donc il est considéré comme un descendant spirituel, donc pas littéralement, mais un descendant spirituel d'Amaterasu. C'est pas rien quand même à prétendre, bien que le pouvoir était encore détenu par le shogun à ce moment-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais déjà pendant l'époque Edo, c'était le shogun qui détenait le pouvoir. L'empereur, lui, il faisait un peu figure de proue. Là, c'était à peu près la même chose, mais peut-être qu'il avait un plus grand impact sur le shogun à ce moment-là. Et donc, notre empereur Mutsuhito régnait, c'est mis entre guillemets bien évidemment parce que il faisait rien. Il était depuis le palais de Kyoto. Donc depuis le palais de Kyoto qui existe toujours. On a des photos du palais de Kyoto. On a des photos du palais de Kyoto. Vous voyez, l'empereur, il était chillax ici. Il était très chillax là-dedans. J'y étais allé, c'est vrai? Ah, c'est pas si petit que ça en a l'air. Hein. C'est vraiment loin d'être aussi petit que ça en a l'air. Vous voyez? Salut Atèdre, comment ça va? Regardez, là ce qu'on voit ici sur l'image, c'est la partie de droite là. On voyait le palais là. Ça c'est la photo qu'ils nous prennent de face. Et en fait, tout le palace, c'est ça. C'est grand. J'avais fait tout le tour pour trouver l'entrée visiteur, j'en pouvais plus. Ça a l'air incroyablement immense. Le jardin a l'air extrêmement beau. Ça va bien atteindre, merci. Il y a plein de petites zones d'eau, ça a l'air extrêmement beau. La zone a l'air incroyable à visiter. Là, on est à l'intérieur de la cour. Regardez la taille de la longueur de la muraille, là.
Je crois qu'il y avait des photos dans ce que je t'avais envoyé. J'ai pas dû reconnaître à ce moment-là. Ah, Tèdre qui me bombarde de dos droit. Oui, à Tèdre. Je me redresse. Oh, le petit jardin. Regardez le jardin, je vous avais dit qu'il avait l'air beau. Oh, il y a un site jardin japonais. L'art du jardin japonais, c'est quand même quelque chose de beau. Déjà, ils sont malins, ils sont plus malins que nous. Ils mettent du sable et des galets, il y a moins à entretenir. Ensuite, ils ont des bonsaïs, il y a moins à entretenir. Oh, regardez ça, ça c'est trop beau. Ça c'est vraiment beau. Alors dans la vie de tous les jours, il n'est absolument aucune confiance dans les ponts en bois. Mais je pense que je ferais une exception si je devais aller au Japon. Mais dans la vraie vie de tous les jours, je n'ai absolument aucune forme de confiance là-dedans. Alors, là, regardez, on est sur Google Maps. Et là, c'est pour que vous vous rendiez compte. Déjà, on est loin de Tokyo. Vous voyez, on est plutôt loin de Tokyo. Tokyo qui est là, Kyoto qui est là. J'ai terminé mon live. Je suis presque affilié, il me manque qu'un truc à faire. C'est la chose la plus débile. Oh! Bah, en tout cas, GG pour la presque affiliation à Tèdre. GG à toi. Et vous voyez, donc là, on arrive à Kyoto. Et regardez comment c'est ultra urbain. Et au milieu de ça, vous avez the motherfucking espace du château. Oh, c'est si grand. Regardez, ça, c'est l'espace du château qu'on a vu avant. Ça, c'est la partie entre les rambardes. Et tout ça, c'est de la forêt. 50 follow MDR et merci. Ah, mais moi aussi, c'est ce qui me manquait à Tèdre au tout début. Je sais ce que ça fait. J'espère que les jardins japonais, c'est mieux que notre badoumts blague de paysagiste. Il y a l'air d'avoir pas mal d'autres châteaux. Alors, c'est extrêmement facile sur Google Maps de savoir où est-ce qu'il y a des temples et des châteaux. Quoique là, il y a du baseball aussi. Mais alors là, les zones ont l'air si sereines. Et celui-là aussi, on le voit. J'habitais dans une ville. J'habitais dans une ville à un moment quand j'étais au lycée et au collège. Et le budget... le motherfucking budget en paysagiste pour rendre la ville verte était de 17 000 € sur un seul pont. Sur un seul rond-point. Pour refaire un seul rond-point qui était en plus candidat au truc de plus beau pont, enfin plus beau rond-point, etc. Le budget que la mairie mettait là-dedans, c'était de 17 000 balles à chaque fois et refaisait le pont. Le rond-point, le fameux rond-point. Ouais, Luciel le sait, on habitait dans la même ville à ce moment-là. On était encore dans la même ville. Elle sait très bien de quel rond-point c'est. Mais c'est une ville de 40 000 habitants. Et ils ont rien de mieux à foutre que de te foutre 17 000 € à chaque fois qu'ils veulent refaire leur rond-point de ses morts. Pour qu'un mec pour qu'il y ait un mec qui vienne déposer une forme de cheval et qu'il y en a un autre qui vienne mettre un par un des fleurs dedans. Et que ça fasse de la culture hors sol en fait. Du coup je te laisse Vedo, je vais aller me reposer. Bonne nuit mon stream, merci à Tèdre, une bonne nuit à toi, repose-toi bien. Et personnellement je trouve ça extrêmement dérisoire. Mais voilà, ça ne tient qu'à moi. Et là je suis obligé de cliquer dessus parce qu'on a une image. Les plus beaux ronds-points d'Europe, je sais plus, je crois qu'il était dans une catégorie pour... en tout cas, c'est l'argent qu'ils investissaient dedans, c'était pour un concours en plus. Je sais pas si c'était de France, d'Europe ou quoi que ce soit, mais... En tout cas, il le proposait. J'ai jamais dit qu'il l'avait gagné, mais il le proposait. Et là, j'ai cliqué dessus parce qu'en fait, juste la porte du palace, là, elle est juste trop belle. C'est juste trop beau. Billet d'entrée gratuit. Mais il y a plein de gens qui ont mis des photos. Regardez, on aurait presque pu croire que c'était Atom en vacances. Mais en fait, non.
Vous voyez ça, dans la vraie vie, je lui fais pas confiance. Mais comme le pont est beau, il y a moyen que je lui fasse confiance. Là, on voit les portes. Les portes sont si grandes. C'est impressionnant. Hein. Regardez ça, ça doit être notre taille. Regardez la hauteur des poignets, c'est abusé. Ah, ça, c'est une petite porte. Ça, j'aime bien. Moi, je pense que je me sentirais bien au Japon. J'ai la taille requise pour vivre parmi un Japonais. Oh, ça, c'est trop beau, le pont. Regardez, on marche sur des petits rondins. Pout, 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 pout. Ils sont trop bien, ces sites. Oh, oh, c'est la déchéance. J'aurais jamais dû découvrir ce site. Ça, on en parlait la dernière fois. Ça, on en avait parlé la dernière fois, de toutes ces arches qui se suivent. Je crois que c'est sûrement un des endroits les plus touristiques du Japon. Mais bon, le temple est beau. Le jeu des couleurs dans les temples, hein, qu'appliquent les Japonais, il est exceptionnel. Personnellement, je trouve ça assez exceptionnel, comment toutes les couleurs vont bien ensemble, c'est très harmonieux. Regardez-moi toutes ces arches. Atom, là, par contre, il m'avait laissé des photos. Rouge et vert, couleurs complémentaires. Et regardez, ça, je vous en parlais, on en parlait. L'art des jardins. Je sais pas si vous le voyez bien, mais du coup, c'est que du sable. Et de temps en temps, il y a un petit rond. De temps en temps, le mec a réussi à caler des petits ronds, mais des petits ronds parfaits. Ils font des petits ronds tout parfaits comme ça. Et il s'en va. Regardez, il y a des ronds autour de tous les cailloux. Et le reste du temps, c'est assez droit. Et le mec, il repasse derrière ses traces de pas parce que c'est du sable. Il doit marcher quelque part. Mais non, le mec doit bien balayer la zone parce qu'à la fin, eh ben, il doit faire en sorte qu'on voit pas ses traces de pas. Alors que bon, quand c'est de l'herbe, bah tu marches dedans, c'est bon. C'est bon, moi je dois la tailler l'herbe, hein, c'est tout. Hein. Et des gens ils le savent pas, mais ils sont en giga... Paf, en giga mise en avant sur des sites. Est-ce que vous pensez... Vous le voyez pas, il est noir, mais... Ouais. Vous voyez ses yeux? Vous voyez pas ses yeux. Est-ce que vous pensez que l'arbre ici présent a assez de tuteurs pour tenir debout? Regarde dans le thé général. Enceinte du palais vue de l'extérieur. Comment on se sent ridiculement petit? T'as l'impression que t'en as pour 1 kilomètre si tu veux faire le tour. Imaginez, période de guerre, les mecs arrivent, ils sont à pied et ils sont en mode on va les prendre sur le flanc. Il y en a pour une éternité. Il y en a pour une giga éternité, c'est pas possible. C'est abusé. Mais ça... Ça doit être trop cool. Des petits talismans. Des belles statues. Oh, regardez. Non, je voulais cliquer sur sa queue, elle avait l'air bizarre. Regardez. Ah! Ouais. Regardez, il a une queue bizarre. Les talismans, ils sont mimes. Bon, giga mimes. Je pense qu'il y a l'air de vous parler d'un truc que j'ai pas si bizarre que ça.
Je pense qu'il est l'heure de vous parler d'un truc que j'ai fait mais que vous savez pas. Parce que j'ai bossé sur un blog. Est-ce que c'est encore accessible? Oh, visitez notre blog. Le blog est encore accessible. Alors, c'était il y a longtemps, hein, j'étais en stage, j'étais encore étudiant. Mais j'ai fait un blog, un petit blog. Enfin, j'ai dû tenir un petit blog. Et en fait, du coup, je travaillais pour un site kawaii, enfin une boutique en ligne. Et en fait, du coup, je parlais du kawaii en général et donc de la culture asiatique. Et ça m'a mené à faire des articles là-dessus. Alors c'était des articles assez courts. Et donc par exemple ça nous a mené sur les origines du kawaii. J'ai fait des petits articles sur d'où nous vient le mot kawaii aujourd'hui. Vous voyez d'ailleurs ces différentes écritures. Donc cet article il est en 3 parties normalement. C'est un article en 3 parties parce que c'est une partie assez longue, parce que le mot a beaucoup évolué. Parce qu'en plus ça fait partie du boulot, hein, de lier les articles les uns entre les uns avec les autres. Donc du coup, vous avez toute l'évolution du kawaii qui existe. Il y a un truc qu'on a loupé, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la Saint-Valentin au Japon. La Saint-Valentin au Japon, c'est en 2 parties. En fait, il y a le 14 février et il y a le 14 mars. Et le 14 février, en fait, les filles vont voir les garçons et leur offrent du chocolat. Pour leur dire, et là le message est clair en fait, le message de la fille, d'aller voir le mec et de lui dire petit crush sur toi parce que t'as reçu un chocolat. Comprends le message, tu vois. Ça c'est le message. Et donc en fait, à partir de là, qu'est-ce qui s'en passe? Il s'en passe que le 14 mars, et ben en fait, c'est aux mecs de filer le chocolat aux meufs. Donc vous voyez, ils ont chacun un jour dédié. Et les chocolats doivent être extrêmement travaillés. Parce que sinon, tu vas en prendre plein la gueule. Et donc du coup, tu dois offrir... Voilà, du coup le White Day, parce que du coup c'est la Saint... Il y a bien la Saint-Valentin le 14 février, mais le 14 mars, on appelle ça le White Day. Et du coup, le mec, on estime qu'il doit offrir quelque chose de 3 fois plus cher que ce qu'il a reçu de la meuf le 14 février. Est-ce que déjà là, vous sentez l'arnaque? Tu dois estimer le chocolat que tu as reçu et tu dois faire 3 fois mieux. La base, il gagne plus. Je sais pas si ça se passe comme ça. Après, il travaille plus au Japon, ça c'est sûr. Et donc du coup, va falloir essayer de s'offrir... ouais, comme ça, t'exprimes ton amour. Mais... Donc du coup, les mecs, comme ils doivent offrir plus cher que du chocolat, du coup, ils se rabattent sur d'autres choses. Je vais t'offrir que des chocolats maintenant. Ça, je les mangerai pas. Et donc du coup, les mecs, ils offrent quoi en retour? Ils offrent des bijoux, de la lingerie ou du chocolat blanc. C'est le White Day, du chocolat blanc. Offrir que des chocolats maintenant. Donc du coup, tu devras attendre le 14 mars pour avoir tes cadeaux aussi, hein, Luce. Attention, hein. Si la meuf lui offre une sculpture de Jeff de Bruges, c'est chaud. Je pense que Jeff de Bruges, ça n'existe pas au Japon. Du coup, je pense qu'ils sont safe. À part la moi, ta meuf, Vedo. Tu ne peux pas gérer toutes les meufs de la Terre, Oliel. Je te vois déjà sur Twitter, d'accord? Avec tes émois. Donc tu ne peux pas toutes les gérer. Ok, on va se calmer. Hein. Non, j'arrête. Ok, c'est bien ce que je me disais. Luce, si elle doit attendre 1 mois de plus pour ses cadeaux, si elle doit attendre 3 minutes de plus pour ses cadeaux, elle ne va pas bien. Donc c'est assez simple. Et sachez qu'en plus, cette arnaque vient d'un russe. Hein. C'est un russe qui a incorporé ça au Japon. Mais bien joué à lui. Hein.
ça, par exemple, c'est un truc sur lequel j'ai bossé. Dans les trucs qui sont très beaux et qui n'ont pas lieu chez nous, les fêtes des lanternes, gère bien tous les mecs, pourquoi Oliel peut pas gérer toutes les meufs? Bah, est-ce que vous pourrez gérer juste ceux qui sont pas en couple, du coup laissez Luce tranquille? Ah là, je me suis calmé. Mais voilà, enfin, je dis ça comme ça, quoi. Il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir conflit d'intérêts, attention. Ah, la fête des lanternes, c'est plutôt chinois. Savez-vous qu'en Chine, le nouvel an est tellement sacré que c'est 2 semaines de congé, d'office, tout le monde. Économie à l'arrêt, 2 semaines. Pour fêter nouvel an. Du coup, ils appellent pas ça le nouvel an chinois, bien évidemment, ils appellent juste ça le nouveau cycle lunaire, mais bon. Les eux, c'est normal. Et du coup, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé, ils fêtent pas Pâques, du coup, c'est pas aussi important que chez nous. Je crois qu'ils s'offrent... je crois qu'ils ont aussi le système un peu de chasse aux œufs, etc. Mais c'est pas aussi christianisé que chez nous. En fait, le christianisme, c'est connu, mais c'est pas une fête majeure, mais c'est l'occasion pour eux de faire la fête, donc ils en profitent, tu vois. Mais c'est pas comme chez nous où t'as le vendredi saint, le lundi de Pâques, etc. Qui te donnent des jours fériés, etc. Faut pas abuser. Je sais pas si vous en souvenez, mais la dernière fois je vous parlais de plats qui étaient faits à base de riz et qui étaient trop bons, et je vous ai dit qu'en en Chine, ils en faisaient un... Ils faisaient pas un mochi, mais ça y ressemblait. Et bah ça voilà, j'ai retrouvé le nom, ça s'appelle un tangyuan. Et ça, j'ai eu la chance d'en manger, parce que ma patronne, du coup, en avait fait à ce moment-là. Et on avait vraiment mangé ça pour le nouvel an chinois, parce que c'était Enfin, j'avais eu stage et il y avait eu le nouvel an chinois pendant ma période de stage. Et du coup, on a fait un plat. Alors là, effectivement, ça a l'air pas ouf l'intérieur. On dirait limite que c'est une plante, mais vous voyez que ça peut être à n'importe quoi en fait. Mais c'est juste une boule de riz qui ressemble à peu près de la même manière que le mochi, et c'est dans un bouillon, et c'est trop bon. Il y en a à tout, hein. Vous voyez, il y en a à toutes les sauces. Oh, mais là, c'est juste du sésame noir, et c'est trop bon. Et vous voyez, il y en a, ils en font carrément des colorés et tout. J'ai mangé ça, c'était bon. J'avais trop aimé. Vous voyez, il y a des gens trop déter, hein, à la culture de la bouffe kawaii. Mais c'est bon. C'est bon, du coup, je peux pas leur en vouloir. Regardez, là, il y en a un petit poulet. Des petits poulets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'avais parlé de la puissance économique du kawaii. J'avais quand même fait ça. Hein. Attendez, il est où mon article sur les chats? Ouais. Attendez, je vais essayer de retourner sur les chats. Il n'existe plus l'article? Ah, je crois qu'il faut que j'aille directement dans une catégorie. Oui! Ça, c'était il n'y a pas longtemps, parce que c'est le 2 février, le 22 février. Bah, c'était il y a un mois. On a un mois de retard. Si vous savez un peu compter en japonais, qui se sait très vite en écoutant des animés, vous avez Ich pour le 1, Ni pour le 2, et Ichi, Ni, Ichi, Ni, San. San pour le 3, je crois. Et donc du coup, au Japon, donc du coup le 2 se dit Ni. Et un chat, ça fait pas miaou, ça fait Nyan. Et là, vous allez avoir un éclair de génie dans votre vie. Vous allez vous rappeler du Nyan Cat. Et en fait, ça veut juste dire miaou chat. Très travaillé. Et donc du coup, le 22 février, qu'est-ce que c'est particulier? Et bah, on est le ni. Et donc du coup, ils trouvaient que ça ressemblait au miaulement du chat. Alors du coup, ils ont fait quoi les Japonais? Et bah, ils ont fait une fête du chat, tout simplement. C'est aussi simple que ça, il en faut pas plus.
Ça ressemble à un chat? Eh ben vas-y, on lui fait une fête. Et ils ont fait une petite fête qui s'appelle du coup le Ninini. Nian Nian Nian. Et à 2h, donc à 14h, parce que le système 24h c'est que chez nous. C'est comme en Thaïlande, le 5 se dit ah, du coup pour écrire MDR, ils écrivent 5, 5, 5, 5, 5. Ça doit être trop bien. Maintenant je saurais que si je vais spammer les gens de 5 dans le chat au lieu d'écrire ha 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 ha, je vais juste mettre full 5 pour montrer que je suis mort de rire. Et les Japonais ont poussé le délire encore plus loin. Outre le fait qu'on soit le 22-2, et ben ils se sont dit qu'à 2h22 minutes et 22 secondes, ils allaient faire quelque chose de très cool. C'est-à-dire faire un giga décompte, distribuer des petits gâteaux, faire des danses que nous on trouverait giga creepy. Hein, on va pas se mentir. Vous allez en France, il y a un mec dans un short moulant avec des chaussettes hautes comme ça, une casquette et qui fait des petites danses kawaii. Je pense qu'il y a les gendarmes qui débarquent. Qu'il y a 3 parents qui l'ont appelé pour pédophilie. Mais au Japon, c'est ok. Voilà. Et donc, ils distribuent des petits gâteaux, des petites boissons comme ça. Vous voyez ces petits gâteaux là? Vous voyez, ils ont l'air trop bons. Donc ça, ils distribuent tranquillement. Ils font un giga décompte. Vous voyez là, ils ont... Personne n'a croqué, hein. Il n'y en a pas un qui a craqué, hein. Personne n'a croqué. Ils font le décompte tous ensemble. Et quand il est 2h22 minutes 22 secondes, c'est bon, on peut grailler nos grands morts. Voilà. Vous faites ça en France. Tout le monde a graillé le gâteau à 15h50 et à 13h20. Mais personne ne la graille à 2h22 minutes 22 secondes. Et aussi pour l'histoire, on connaît tous l'histoire de Hachi, si je ne dis pas de bêtises, le chien qui a attendu à la gare et qui a été très triste, enfin qui est une histoire très triste. Mais on connaît un peu moins l'histoire de Tama, qui était chef de gare. Vous voyez la petite chatte que vous voyez là? Eh ben, elle était chef de gare. Parce que du coup, grâce à elle, comme elle squattait toujours à la gare, et bah, il y avait des gens qui venaient pour voir ces chats qui occupaient l'office de la gare. Genre vraiment, ils squattaient dans les bureaux qui étaient abandonnés de la gare. Et donc du coup, ça a relancé tout le tourisme là-bas. Donc du coup, elle est devenue chef de gare. Et quand je vous dis que la condition de la femme au Japon n'est pas folle, Tama est la première femelle à avoir atteint ce rang au sein des services japonais de gare. Il n'y a eu aucune femme humaine n'a atteint le rang qu'a Tama dans les services de gare japonais. Je sais pas si vous vous rendez compte. She's so proud. Elle est trop mimes. Et attendez, parce que là c'est pas tout. Là c'est pas tout parce qu'il n'y a qu'une partie de l'histoire. En fait, Tama, elle est morte à un moment. Parce que bon, c'est un chat, ça vieillit. Mais Tama, ce qui n'est pas forcément dit, regardez, Tama, elle est trop mimes. Ça, c'est Tama quand elle a été couronnée. Quand elle a reçu son titre de chef de gare. Ça, c'est la petite Tama. Et en fait, Tama, elle avait des assistants. Elle avait Miko et elle avait Chibi, qui sont giga mimes également. C'est des petits rouquins. Et donc, du coup, Tama, elle est devenue chef de gare, ça a relancé le tourisme. Et donc, du coup, comme ça a relancé le tourisme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un train-chat. Regardez, il a les petites moustaches. Il est tout personnalisé, tout avec plein de chats, etc. La gare, ils l'ont refait avec des oreilles de chat, des petits yeux et une bouche. Je vous la mets en grand. Ils ont refait la gare également, alors que la gare, plus personne n'y allait. Hein. Mais ils ont tout refait pour Tama. Et regardez le petit train-chat. Regardez-moi ça, c'est pas trop mimes. Vous avez pas juste envie de vous balader dedans pour aucune raison, quitte à faire un tour au complet.
c'est juste motherfucking trop mignon. Et donc du coup c'était les trains personnalisés pour Tama chef de gare. Et donc du coup elle a été couronnée. Et donc du coup quand elle est morte, et bah ils ont nommé ses assistants à sa place et ils ont pris la relève et ils occupent la gare de je ne sais plus où, de la ligne de Kishigawa, voilà, à Kinokawa au Japon. C'était vraiment perdu, hein, c'est pas une blague, hein. Et vous voyez, à l'époque, ça ressemblait à ça. Et en fait, vous voyez, ici, il y avait personne qui bossait là-dedans. Et comme vous le voyez, il y a un arbre à chat. Et en fait, ils ont laissé Tama s'installer dedans. Et juste parce qu'ils ont laissé Tama s'installer là-dedans, et bah ça a relancé le tourisme parce que les gens venaient voir ça. Je suis en train de le montrer à mon chat pour qu'il arrête de me saouler et qu'il trouve un vrai job. Tu vas lui payer tes croquettes? Oui, il est temps, hein. Voilà. Ça, c'était pour l'histoire de Tama, parce que j'aime vraiment beaucoup l'histoire de Tama. Je trouve que c'est une histoire giga mims. Et on venait de loin. On venait de très loin sur cette aftertech. Promis, ça s'appellera C'est cool, on apprend des trucs. Promis juré, ça s'appellera C'est cool, on apprend des trucs. Merci à tous d'avoir suivi cette aftertech. Je ne sais pas comment on fait à chaque fois, mais cette aftertech a duré pas loin de 50 minutes. Mais dès qu'on parle, bah, visiblement on arrive à partir loin. Merci à tous encore d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir suivi cette aftertech. On se retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle vidéo tech. On se retrouve le mercredi et le samedi sur YouTube. Si vous voulez participer en vrai et voir d'autres lives au cours de la semaine, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.